Alors, on a droit à une scénographie très intéressante cet après-midi. Les chaises ont bougé, hein. Voilà, nos acteurs sont en place et donc nos invités arrivent. Les invités sont déjà là et maintenant on n'attend plus que les autres acteurs. C'est bon? Alors, pour faire un petit peu raccord avec ce qu'on a déjà évoqué tout au long de cette première journée, qui n'est pas terminée, mais qui va commencer à nous parler, pour moi, du sérieux, je plaisante, des chiffres, je plaisante, je plaisante. En tous les cas, de cette importance que la quantification a dans le champ du handicap, on a deux personnes très représentatives, puisqu'elles vont pouvoir chacune s'exprimer sur, en tous les cas, les interactions, si j'ai bien compris, qu'il pourrait y avoir entre le travail que Inde a mené et le travail que Guillaume mène. Et chacun va se présenter personnellement. Je pense que c'est bien mieux d'entendre leur voix. Donc, Guillaume, vous allez nous parler voilà, de ce magnifique objet qu'on appelle l'adresse. L'adresse, voilà, non, dresse, et qui est un élément essentiel. Et alors, si on fait un petit tour sur Internet, on s'aperçoit quand même qu'on utilise beaucoup les chiffres de l'adresse, hein. Je veux juste dire que quand même, c'est des premiers qui sortent quand on fait de la recherche et qu'on tape et qu'on veut quantifier quelque chose, n'est-ce pas? Voilà, on a une petite idée que c'est quand même ces chiffres-là qui apparaissent en premier. C'est pas inintéressant, mais ça veut dire que voilà, il faut s'interroger sur comment on peut aller chercher ailleurs aussi d'autres informations. Et les recherches que nous menons et les recherches qui sont actuelles et au sein de Cap Droit, il n'y a pas que Cap Droit qui fait ça, mais en tous les cas, cette recherche participative, elle donne aussi un autre regard sur ces chiffres. Et ça, c'est important, c'est peut-être un petit sujet qu'on abordera demain. Alors, Inde, référente opérationnelle de communauté locale d'enquête, ACS Cap Droit. Voilà, merci Inde d'être là. Guillaume, observation de la solidarité, bureau handicap, dépendance, DRESS. Donc ce matin, j'ai parlé autonomie, dépendance, indépendance. Donc voilà, on s'y retrouve, on n'est pas perdu. Je vais aussi donner la parole à Timicha, puisque c'est Timicha qui va poser les questions, en tous les cas, l'introduction à vos travaux. Merci Hélène. Je vais poser une question pour Guillaume. Euh, Quelle est l'importance de la production de sources qui peuvent être ensuite plus fouillées, utilisées et appréhendées? Et la deuxième question que j'ai pour vous, on a déjà échangé sur ce sujet, c'est le sujet de intersectionnalité. Est-ce que votre travail mesure quant à du handicap par les statistiques publiques, prendre en compte les populations diffèrent par leur âge et genre? Merci. Merci. Oui, je vais évidemment hein, refaire un petit tour et tout de suite, ensuite, je donnerai à Guillaume. Parce que je suis allée chercher des chiffres de l'adresse, donc je voulais quand même les donner. Et taux de non-recours au revenu minimum dans les différents pays. Alors, quiz, la France se situe à quel niveau? Je vous donne des chiffres. Plus de 50, moins de 50, environ 30%. Ah oui, on m'a demandé de parler de chiffres, je parle de chiffres. Voilà. Alors, la France, à votre avis? Alors, je redonne le titre. Taux de non-recours au revenu minimum dans les différents pays. C'est le RSA, quoi. En gros, c'est l'équivalent d'un RSA ou la traduction du RSA. Merci. Alors, à votre avis, la France, plus de 50, 30 ou moins de 30? OK. Bon, eh ben, c'est pas trop mal. Non, c'est que 34%. Voilà. Mais Guillaume nous expliquera pourquoi on peut aussi reparler des chiffres et de pourquoi les chiffres n'expriment pas toujours la bonne réponse. Alors, on m'a dit que j'avais que 15 minutes, alors je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions en même temps, mais oui, donc déjà bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de l'accueil à ce bel événement qu'est cette CapLab. Moi, donc je suis à la... Voilà, je vais préparer un petit diaporama pour m'aider et je regarde là parce que je le vois à peu près. Ok. Juste pour l'introduction de cette table ronde, je voulais
présenter un peu ce qu'est l'adresse, comment est-ce qu'on travaille. Donc, l'adresse qui fait partie de la statistique publique. Je vais revenir un peu sur ce que ça veut dire. Quel est l'objet de nos travaux? Comment est-ce qu'on va essayer d'approcher la question de la quantification, en particulier dans le sujet du handicap? Et donc, quelle est la perspective qu'on va avoir? Quels sont les objectifs? Quels sont les acteurs auxquels on va essayer de fournir des chiffres dont ils ont besoin? Et puis évoquer, alors peut-être assez rapidement, mais il y aura une discussion derrière sur les approches qu'on peut développer et finir alors, en petite de conclusion et d'ouverture aussi pour la suite sur un aspect qui est hyper important, c'est que même si on est au ministère à Paris, un peu loin du terrain, on fait ce qu'on peut pour, dans les moyens qu'on nous sont mis à disposition, essayer d'avoir une approche aussi collective et en particulier sur le sujet du handicap. Moi, je suis à mon poste depuis 6 mois, donc je ne connais pas encore beaucoup de choses et aussi pour revenir sur l'importance pour moi d'être ici aujourd'hui et de parler avec vous tous et vous toutes. Donc l'adresse avec 2 E. Euh, donc la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, c'est une des directions du ministère de la Santé et des Solidarités, en charge de tout ce qui est mesures statistiques de tous les sujets de santé, de solidarité, également tout ce qui est compte de la protection sociale, toutes ces questions-là. Donc beaucoup de sujets différents et on est à peu près 200 personnes à travailler à cet endroit-là. On fait partie d'un ensemble plus large qui est la statistique publique, qui est donc souvent les gens connaissent l'INSEE aussi comme institution un peu le navire amiral de tout ça. Ce statut-là nous donne un peu d'indépendance par rapport à donc on a beau être une direction du ministère, on a une certaine autonomie sur le choix de nos sujets, la manière de les aborder. Aussi, un des aspects importants pour nous, c'est la défense la protection des données personnelles, le respect du secret statistique, donc tout un corpus de déontologie sur la manière de faire tout ça. Nos travaux, ils servent à plusieurs groupes d'acteurs. Donc, pour rester très schématique, les pouvoirs publics, donc le gouvernement, les autres directions du ministère ou d'autres ministères, les ARS, donc tout ce qui va orienter l'action publique, donc fournir des chiffres pour qu'on puisse savoir ce qu'il faut faire et comment agir. Le grand public, donc on va publier des choses qui vont être mises dans le débat public, reprises éventuellement par des médias, par des associations, parce que c'est pas toujours simple non plus de se renseigner sur ces sujets-là. Donc, j'ai apporté une des publications en 3 exemplaires, donc une amie qui est là-bas, je crois, qui s'appelle Le handicap en chiffres, pour rester dans le thème. Donc, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est ma prédécesseur. Voilà, donc pour avoir des données le plus fiables possible pour orienter le débat public. Et puis la recherche scientifique, donc les données qu'on va produire, souvent on va les analyser, mais d'une manière assez, je dirais pas superficielle, mais un premier niveau d'analyse uniquement. Et on compte sur des chercheurs pour ensuite s'emparer de ces données-là et creuser beaucoup plus des sujets plus précis. Donc c'est en partie quelque chose que Ine va développer derrière, donc sur la façon dont elle le fait dans ses propres travaux. Du coup, la statistique publique, on a différents acteurs qui n'ont pas les mêmes besoins, donc on va avoir toujours une question de comment quel niveau de détail on va aborder sur les différents sujets. Le handicap, on peut l'aborder de plein de manières différentes. Il y a énormément de sujets également qui sont. J'ai mes diapos, mais je ne regarde pas ce que je mets marqué dessus. Donc, voilà. Oui, ça. Donc, l'administration va vouloir avoir des chiffres généraux sur la France entière pour savoir, par exemple, combien va leur coûter une réforme. Des chercheurs, ils vont vouloir avoir des infos très précises sur le sujet de leur recherche.
Donc, par exemple, si je suis un chercheur spécialisé dans la sclérose en plaques, par exemple, il faut que je puisse identifier les personnes qui m'intéressent dans ces données-là. Donc, j'ai besoin d'un certain niveau de détail. Le grand public a besoin d'informations qui soient suffisamment générales pour qu'elles soient compréhensibles par des non-spécialistes et qu'on n'ait pas besoin de creuser tous les sujets de débat public à fond. Donc voilà, il y a un gros enjeu de quel niveau de précision on veut aborder. Sur le champ du handicap en particulier, pour me présenter un peu les contraintes qu'on a, on va avoir une population qui est très diverse. On a des adultes, on a des enfants. Déjà, les questions qu'on va se poser ne sont pas du tout les mêmes. On a des personnes qui habitent chez elles, on a des personnes qui sont accueillies par des établissements, par des structures avec un accompagnement parfois aussi mixte. Les questions ne vont pas être les mêmes, on ne va pas pouvoir décrire les personnes de la même manière, ni se poser les mêmes questions sur elles. Donc, je vous ai mis tout un tas de petits graphiques pour illustrer un peu aussi, parce que c'est joli parfois. Donc là, par exemple, on regarde l'âge des personnes quand elles entrent ou qu'elles sortent des structures pour enfants handicapés, selon les différents types de structures, parce que selon les types de structures, on n'a pas du tout la même population qui est accueillie. On pourrait aussi regarder quels sont les types de déficiences que les personnes présentent dans les différentes structures et voir aussi ce genre de choses. Donc ça va être quelque chose d'assez élevé en niveau. Et derrière, on va pouvoir creuser. Celui tout à droite, c'est une carte qui présente la part des populations qui sont âgées, qui sont en perte d'autonomie. Donc on voit que la population par âge va donner une information déjà, mais au sein des personnes les plus âgées, donc là c'est les 60 ans et plus, on n'a pas du tout le même besoin d'aide à l'autonomie pour les personnes âgées. Donc c'est le genre de travail qui va pouvoir ensuite orienter les politiques publiques pour savoir où est-ce qu'on a plus de besoins, où est-ce qu'on en a moins besoin. Au-delà de qualifier quelle est la population qu'on va regarder, on va aussi étudier tout un tas de thématiques différentes. Donc là, j'en ai listé quelques-unes. Quelles sont les limitations que les personnes handicapées présentent? Quels sont leurs accompagnements? Ça, on en a déjà un peu parlé. Mais également, comment est-ce qu'elles s'intègrent dans la société? Comment est-ce qu'elles travaillent? Elles se forment? Elles se déplacent? Est-ce qu'elles peuvent voter comme le reste de la population? Donc, est-ce qu'elles subissent des difficultés également, donc des discriminations, des violences, de l'exclusion, des situations de pauvreté? Tout ça, c'est le genre on est du coup un petit bureau de 15 personnes à traiter tous ces sujets-là. Donc, voilà, on a toujours cette difficulté-là. Pareil, j'ai mis quelques chiffres, mais pour y revenir si on a plus de temps après. Et là aussi, donc juste pour me dire de quoi ça parle, là on a à gauche, je vous ai mis des choses sur les pratiques numériques. Donc, est-ce que les personnes handicapées ont des difficultés à communiquer par mail ou par messagerie, à utiliser Internet pour faire des achats, à faire des démarches administratives et selon qu'elles sont plutôt moins de 60 ans ou plus de 60 ans, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes questions. Là, on a aussi en bas à droite, est-ce que les personnes handicapées présentent plus ou moins de renoncement à des soins médicaux, en particulier à des soins dentaires? Et on voit que oui, il y a plus de besoins, mais il y a encore plus de renoncements, donc de personnes qui auraient besoin de soins dentaires et qui n'ont pas accès à ces soins-là. Pardon d'aller un peu vite, hein, mais voilà. Donc, pour documenter un peu toutes ces questions-là, on a deux grands types d'approches qui peuvent être soit d'utiliser des données qui existent déjà, donc souvent des données administratives, par exemple les dossiers à la MDPH, dans les établissements médico-sociaux, les prestations qui ont été versées à des personnes. Le problème de ces informations-là, c'est que
bah, déjà, on ne peut pas avoir toutes les informations de cette manière. On a, enfin, si une administration n'a pas besoin d'une information, bah, elle ne l'aura pas, donc on ne pourra pas la réutiliser pour nos travaux. Par ailleurs, on ne peut pas avoir les personnes qui ne s'adressent pas aux services dont on parle. Donc on a une autre manière d'aborder la chose, c'est d'interroger directement les personnes, donc de faire des grandes enquêtes, souvent nationales, sur toutes ces thématiques-là. Et le problème là, c'est plutôt qu'on n'a pas forcément toutes les personnes qui vont répondre, qui vont savoir comment répondre, oui, voilà. Donc du coup, il y a ces deux approches-là qui vont être combinées. On va essayer de rapprocher les deux et de réfléchir en amont à comment on va pouvoir répondre à la question qu'on se pose par l'un, l'autre ou les deux canaux. Et du coup, pour finir, parce que je ne sais pas exactement combien de temps j'ai pris, désolé. La quantification du handicap, on a plusieurs compétences qui vont être nécessaires. D'abord, la compétence de la connaissance du sujet, donc savoir quelles sont les informations importantes dont on a besoin pour répondre aux problèmes qui se posent. Deuxième compétence, c'est de savoir comment produire ces données-là. Donc, ça demande toute une logistique de mettre en place une enquête. Les présentations d'avant ont aussi montré ça. Mais également pour les données administratives, c'est pas parce qu'elles existent qu'elles sont accessibles et qu'elles sont utilisables facilement. Et ensuite, de savoir comment utiliser ces données pour répondre à ces questions, donc de savoir faire parler les chiffres, faire parler les données le mieux possible. Donc, ça demande que beaucoup de personnes communiquent entre elles, parce que moi, par exemple, je suis statisticien, donc je sais produire des données, ça, j'arrive à peu près. Par contre, je ne suis pas handicapé moi-même, donc je connais un peu parce que je me suis renseigné et tout ça, mais je n'ai pas vécu le sujet, donc je ne peux pas m'improviser spécialiste de la question. Et du coup, on va essayer autant que possible dans nos travaux d'aller vers des personnes qui vont pouvoir nous aider sur ce sujet. Donc, Cap Droit a notamment été invité à participer à des réunions qu'on organise actuellement sur une enquête qu'on est en train de préparer. Et c'est pas toujours facile de discuter ensemble parce qu'on n'a pas les mêmes approches, pas les mêmes enjeux. Mais c'est extrêmement important et moi, je peux pas faire mon travail sans ce genre de dialogue. Donc voilà, et puis on essaye aussi derrière de discuter avec les chercheurs qui vont potentiellement utiliser nos données, déjà pour savoir que les données existent, mais également pour les aider à s'en emparer et à mener leurs propres analyses à partir d'elles. Voilà, donc pour cette première... C'est une première, voilà, on va dire que c'est une mise en bouche. C'est ça. Et donc, il va contribuer, pardon, je vais me rapprocher de toi pour pas te faire tordre le dos. Voilà, merci Inde. Donc, on te laisse te présenter et tu vas nous parler donc de cette méthodologie, en tous les cas de ce que toi tu as mis en place pour pouvoir justement alimenter ce que nous disait à l'instant notre ami pour pouvoir compléter en tous les cas les chiffres qui leur manquent ou en tous les cas la manière dont on peut aller chercher des chiffres. Peut-être, c'est peut-être aussi la manière dont on peut aller chercher des chiffres. Merci Inde. Bonjour à tous. Alors moi c'est Inde Malal. Je suis Bien devant toi. oui c'est bon ça. Ouais. Donc moi c'est Inde Malal. Je suis actuellement post-doctorante au Centre médical Germaine Revel, même si ce n'est pas encore financé. Si vous avez des financements, je suis ouverte à. Voilà, je lance une petite canne à pêche. Voilà, donc je vais poursuivre l'intervention de Guillaume. Alors moi, c'est vraiment dans le cadre un petit peu illustratif, mais
avant de vous illustrer comment nous, on a utilisé les chiffres, comment nous, on va, pardon, utiliser les chiffres de l'adresse, je vais d'abord vous présenter une enquête qui a été faite l'année dernière avec des étudiants de Master 1 de l'Université Lyon 2 au Centre médical Germaine Revel, donc centre dans lequel j'aimerais effectuer mon postdoc, et au sein de l'ADAPT de Lyon et dans les différents GEM de l'ADAPT, dans le cadre un petit peu d'une démarche participative. L'objectif, c'était vraiment de comprendre comment l'autonomie, la participation et l'accès aux droits se construisaient dans un centre de rééducation et ou au sein de l'ADAPT, et de mettre surtout en lumière les tensions entre les cadres institutionnels, les pratiques professionnelles et surtout les expériences qui étaient vécues par les patients. Donc, on a adopté, en tout cas avec les étudiants, on a essayé d'adopter une méthodologie et une approche plutôt participative. On a mis en place un questionnaire, ont été fait passer de mémoire, je crois, 88 questionnaires, donc auprès des patients pour essayer de recueillir leur perception et l'évaluation et leur évaluation un petit peu sur l'autonomie, l'accès aux droits et la participation dans le centre ou au sein de l'ADAPT. Il y a également eu à la suite des entretiens qui ont été un peu plus approfondis avec les professionnels, donc soit assistantes sociales, soit psychologues ou neuropsychologues, pour essayer de comprendre un petit peu les logiques internes et les pratiques de soutien, avec évidemment des observations un petit peu de terrain, pour essayer de saisir les interactions principales et les routines avec le travail peut-être parfois invisible des professionnels. Donc cette approche, elle avait vraiment un double objectif, c'est-à-dire former les étudiants à la recherche de terrain tout en produisant des données sociologiquement pertinentes et qui permettaient de rendre compte surtout de l'expérience vécue et des rapports sociaux dans les différentes dans les différentes approches, pardon. Ensuite, on avait le profil des patients et les enjeux d'autonomie. Donc, la majorité des patients étaient des femmes, souvent âgées avec des handicaps moteurs, neurologiques ou cognitifs. Et ils vivaient, ce qui était important aussi dans notre cohorte un petit peu, c'était qu'ils vivaient une double dépendance, d'abord aux aides humaines et aux institutions. Cependant, beaucoup d'entre eux cherchaient à rester acteurs de leur parcours de vie, ce qui a interrogé notamment l'autonomie et on a tenté d'essayer de comprendre si cette autonomie était toujours relationnelle et jamais absolue finalement. On s'est rendu compte qu'elle dépendait fortement d'abord des ressources personnelles et familiales, ensuite de la médiation des professionnels et de l'organisation institutionnelle. Et donc du coup, cette constatation, sociologiquement, on peut aussi la rapprocher de Ravo et Ville, qui appelle l'autonomie relationnelle, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas en dehors des interactions et du soutien ou des soutiens que l'on peut trouver. Ensuite, on s'est aussi questionné sur les attentes et les besoins des patients. C'est-à-dire que nos questionnaires et nos entretiens ont pu révéler un petit peu des attentes très claires. Un meilleur accueil à leur arrivée, une communication plus fluide et compréhensible, avec un peu plus de lisibilité sur leurs droits et les dispositifs accessibles. On a pu observer une inégalité assez frappante. En fait, les patients les plus dépendants sont aussi ceux qui perçoivent le moins d'informations, pardon. Et ce constat, il souligne que l'accès au savoir et à l'autonomie n'est pas neutre, mais plutôt qu'il est finalement socialement distribué. Voilà, donc ensuite, on s'est questionné aussi sur l'accessibilité et les ressources mobilisées. Donc l'accès physique au centre, en tout cas au centre médical Germaine Revel, il était jugé globalement facile, mais on s'est rendu compte que finalement, c'était uniquement grâce à des taxis médicalisés, à du soutien administratif des familles ou aussi grâce aux appuis des associations.
Donc l'accessibilité, ce n'était pas une simple question géographique, mais elle dépendait des ressources mobilisées, ce qui créait une certaine forme d'inégalité finalement invisible, mais plutôt structurelle. Ensuite, on s'est questionné sur les relations de soins et la reconnaissance. Donc, les patients, ils se sentaient globalement écoutés, mais avec des ambivalences importantes, c'est-à-dire que le soutien émotionnel, il était assez inégal. La participation réelle aux décisions, elle restait limitée. L'information sur les activités et les droits, elle était pas toujours claire. C'était vraiment ce qui était ressorti des discours, qu'on avait, reçus de la part, des patients ou des usagers, si on parle des gens de l'ADAPT. Donc ils ont exprimé un besoin fort, être reconnus, entendus et associés aux décisions, ce qui dépasse le simple cadre médical et va plutôt toucher à la citoyenneté sanitaire. Ensuite, on s'est questionné sur le travail invisible des professionnels. Donc, nos entretiens ont pu montrer un travail considérable qui était invisible. Donc, l'assistante sociale, par exemple, elle facilite l'accès aux droits dans des situations complexes, souvent au-delà de ses missions officielles. La psychologue aussi, elle peut agir à la fois sur le plan psychique et dans la coordination avec les aidants. Et il y a des professionnels qui compensent les limites de l'organisation et qui vont devenir plutôt des médiateurs un petit peu d'autonomie. Voilà, donc ce travail a pu illustrer, le concept du care, qui est défini par Molinier comme un travail relationnel, émotionnel et moral, et souvent peu valorisé, mais essentiel à la qualité de vie des patients. En ce qui concerne la participation et la citoyenneté sanitaire, donc c'était un point crucial qui était très important dans nos observations, puisque beaucoup de patients se sentaient illégitimes, notamment à prendre la parole. Donc, ils souhaitaient pourtant des réunions participatives, des boîtes à suggestions, une information plus claire et transparente, avec la participation qui était vraiment un désir réel, mais qui se heurtait à des rapports de pouvoir institutionnel et à des représentations, ouais, et à des représentations, pardon, implicites sur ce que pouvait et devait se faire, et pouvaient faire et devaient faire les patients. Donc, il y avait vraiment une ambivalence de l'institution, notamment au centre médical Germaine Revel, donc qui était perçu comme un lieu de reconstruction qui offrait soutien et soins, mais aussi comme un espace assez contraignant puisqu'il pouvait infantiliser ou en tout cas limiter l'initiative des patients. Donc cette ambivalence, elle est typique des institutions médico-sociales et surtout, elle souligne la complexité un petit peu psychosociale de la prise en charge. On a pu mettre en exergue des pistes un petit peu, d'amélioration. Donc on a, identifié 3 grands axes qui émergeaient de notre enquête, c'est-à-dire renforcer l'information et l'accès aux droits pour essayer de réduire un petit peu les inégalités et l'illégitimité, perçue et essayer de multiplier. Donc deuxième point, c'était multiplier les espaces de participation pour essayer d'associer les patients aux décisions et valoriser leur expertise expérientielle. Et troisième point, ancrer le centre dans son territoire en réduisant la distance géographique et symbolique pour essayer de renforcer la continuité et l'autonomie. Donc à partir de là, cette année, on a, tenté au Centre médical Germaine Revel de poursuivre notre étude. Donc on est parti de ce premier constat, avec les étudiants de l'année dernière pour essayer de développer des consultations éthiques. Alors qu'est-ce qu'on appelle des consultations éthiques? C'est, des consultations avec un sociologue, un neurologue et un chercheur pour essayer de, questionner en fait l'autonomie de vie des patients, au sein du centre médical Germaine Revel et surtout le but c'est de placer le patient au centre de cette consultation éthique, c'est-à-dire que c'est le patient qui mène la danse. C'est pas le médecin ou le neurologue qui va poser les questions, mais c'est plutôt le patient qui va chercher à comprendre un petit peu, sa place au sein du centre.
Voilà, donc pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Parce qu'aujourd'hui, nous, pour, scientificier, voilà, nos propos et pour faire valider un petit peu nos recherches, on s'est rendu compte qu'auprès des neurologues, qu'auprès des médecins, qu'auprès des scientifiques, on avait besoin, de s'appuyer sur des questionnaires, notamment de l'adresse, pour, faire valoir, notre un petit peu, côté sciences humaines et sociales. Pour être validé par le neurologue, on a compris que c'était beaucoup mieux pour nous d'avoir quelque chose, de préhensible, si on peut dire et donc voilà. Donc on n'a pas encore trouvé le ou les questionnaires sur lesquels on va s'appuyer. C'est la démarche que l'on va faire, là, pour le mois de mars-avril et on va essayer, de faire passer donc à la suite, donc on a commencé à faire passer nos consultations éthiques. Pour le moment, on a eu 4 patients. Ça s'est très bien passé. Les patients l'ont très, très bien reçu, c'est-à-dire qu'ils se sont vraiment sentis, à l'aise et ont pu vraiment, dire ce qui les dérangeait ou en tout cas une partie de ce qui les dérangeait. La neurologue a aussi, ça lui a aussi permis de voir une autre facette du patient. Donc ça, c'est des apports qui ont été pour le patient, mais aussi pour, le corps médical et dans la suite de notre, démarche, de notre méthodologie de recherche, hem, il va être utile pour nous finalement de faire passer maintenant aux patients qu'on a déjà interrogés en consultation éthique, un questionnaire pour essayer d'avoir un retour. Et ce questionnaire-là sera un questionnaire de l'adresse. Un questionnaire qui aura déjà été mis et qui aura déjà été validé scientifiquement. Voilà. Est-ce que je peux te poser une question qui pourra peut-être amener d'autres questions? Tu parles de légitimer, en tous les cas, votre travail et donc de vous appuyer sur l'étiquette de l'adresse. Est-ce que, à ton avis, ce genre de travail enfin, ce genre d'études et de retour permettrait de pouvoir interroger les pouvoirs publics sur sortir de ce système médical pour arriver peut-être à une vision plus sociale ou pas? Évidemment, mais pour le moment, en tout cas, moi je pense et je pense que, je ne sais pas si c'est partagé dans la salle. Je pense que malheureusement, dans les politiques publiques aujourd'hui, tout ce qui est sciences humaines et sociales est encore très difficile à prôner et malheureusement à développer, en tout cas à faire légitimer. D'accord, oui, donc ça, on a bien entendu et voilà. Je te remercie. Et est-ce que Monsieur Dress, j'exagère, vous entendez, voilà, vous avez collaboré, où est-ce que ça en est? Parce que bon, là, il y a une demande, en quelque sorte. Alors à ce stade, on n'a pas pris contact, je crois. Pas encore pris Ouais. contact, non. Mais par contre, Hem, je suis ouverte, hein, si vous avez un questionnaire dans notre thématique. alors le questionnaire complet, je ne sais pas si vous passerez tout, mais en tout cas, oui, oui, on a des questionnaires qu'on essaye de publier aussi pour justement, qu'ils puissent être repris. Alors je pense qu'on a rarement, un travail avec, des équipes particulières parce qu'il y a tellement d'équipes de recherche différentes qu'on ne pourrait pas, suivre tous les travaux en même temps. Hem, ce qu'on essaye de faire par contre, c'est, à la fois de aussi prendre en compte dans nos travaux les productions qui ont été réalisées par des chercheurs qui travaillent sur un sujet depuis un certain temps et du coup ont une expertise particulière.
Et puis alors, ce qui est assez nouveau et pour le moment justement propre au champ du handicap dans la statistique publique, c'est qu'on a mis en place un groupe de coordination de la production de données sur le handicap au sein des administrations. Donc on a des réunions en fait tous les 6 mois à peu près avec différentes administrations qui viennent et échangent sur comment est-ce qu'on aborde la question du handicap sur nos sujets propres. Donc, par exemple, le ministère de l'Intérieur va venir et dire, bah, dans cette enquête, on pose cette question-là qui va permettre d'identifier une population handicapée de telle manière, donc avec tel niveau de détail, tel niveau de précision, quel aussi sont les publications qu'on va faire à partir de ces données-là sur cette population handicapée pour essayer de voir, essayer d'avoir quelque chose de cohérent entre les différentes sources. Et puis également, du coup, d'échanger sur... il y a un enjeu de comparabilité des questionnaires quand on parle de questionnaires. Donc voilà, donc on a cette coordination souvent aussi à un niveau un peu élevé, au niveau national, etc. On essaye de prendre en compte des expériences plus particulières pour aussi savoir sur quoi on doit travailler, quoi. Et puis derrière, d'essayer de publier non seulement nos résultats, mais nos méthodologies et nos questionnaires. Donc, je pourrais te proposer Parfait. des exemples de questions. D'accord, on va poursuivre. Oui, s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main. Oui, ça vaut le coup. Il y a quelques outils qui avaient d'ailleurs été utilisés par les étudiants l'année dernière, mais je pense notamment au GALI, qui est, je crois, un indicateur international qui continue à prêter à discussion, mais qui est utilisé par l'adresse et qui, derrière, nourrit justement les politiques publiques en termes de calibrage de l'AH ou de calibrage d'autres prestations. D'autres enquêtes en établissement pour évaluer l'autonomie, disons, d'avoir comme ça des petits points de repère sur les gros indicateurs handicap qui derrière voilà, sont des socles pour des prestations sociales. Je ne cours pas assez. Les roulettes, là, peut-être. Oui, alors, donc on a, pour faire une liste très rapide et pas du tout exhaustive, on a un gros dispositif d'enquête qui a été mené entre 2021 et 2025, qui s'appelle les enquêtes autonomie, qui ont été menées à la fois auprès de personnes qui vivent en logement ordinaire, donc plutôt à domicile, dans les établissements, donc établissements handicap adulte, établissements handicap enfant, établissements de personnes âgées, hôpitaux psychiatriques, protection de l'enfance et prison. Donc ça, c'est des données qui sont en cours parce que bon, ça a été collecté, mais c'est pas encore prêt à être diffusé. On a beaucoup d'enjeux de méthodo, de redressement, de s'assurer que les données qu'on utilise sont fiables et n'ont pas de biais. Ça, c'est plutôt sur les enquêtes, donc plutôt un gros focus, mais qui prend tellement de temps et tellement d'énergie qu'on le fait assez rarement. On a des enquêtes plus régulières, donc soit justement ajouter par exemple le GALI que tu mentionnais dans le plus d'enquêtes possibles qui sont menées tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Par exemple, l'enquête emploi, donc qui est une enquête qui n'est pas du tout sur le handicap à la base, a des questions sur le handicap parce qu'on a porté ce besoin-là de mesurer l'emploi des personnes handicapées et donc besoin d'avoir cette enquête-là. Et après, on a aussi des enquêtes dans les établissements, donc qui ont lieu tous les 4 ans. C'est l'enquête que je mentionnais là, pour laquelle on a nos réunions de concertation en cours. Qui vont là pas interroger directement des personnes, mais plutôt interroger les structures sur à la fois la manière dont elles sont organisées,
les personnels qui travaillent dans ces structures et une description alors assez rapide et puis du point de vue des professionnels de l'ensemble des personnes qui sont accompagnées. Donc, voilà. Et puis après, il y a tout ce qui est de données administratives. On a des travaux qui essayent d'utiliser des données du SNDS, le Système national des données de santé, donc en gros les données d'assurance maladie, pour, à partir d'informations indirectes, identifier des personnes qui probablement sont handicapées pour qu'on ne soit pas sûr que telle personne soit handicapée, mais en général, on a une information statistique suffisamment fiable pour être utilisée et pour pouvoir décrire, par exemple, les parcours de soins de personnes qui présentent tel ou tel type de handicap. Et puis, on essaye d'avoir les données des MDPH, mais c'est en cours. C'est en cours depuis un certain temps et un jour, ça arrivera. Oui, question? Il nous reste quelques minutes. Moi, là, vous parliez de l'enquête ESS qui est en cours de préparation. Nous, on a la chance aujourd'hui de avoir le droit de pouvoir être présent là-dedans, mais je me dis franchement, c'est un objet de torture, votre truc. Je me dis, vous êtes tous des grosses têtes à faire de la quantification, du chiffrage et mettre des noms de données sur les trucs, mais franchement, je pense que quand les responsables d'établissement ils vont recevoir ça, ils vont avoir, allez, je prends du temps ou je prends le temps de mettre dans la corbeille. Combien de taux de réponse vous avez? Parce que quand je vois la réunion qu'on a eue mardi, j'ai mis du temps à la digérer parce que, après, c'est un peu l'ironie que je fais, mais je pense que vous me rejoignez dans mon propos. Merci. Oui, alors c'est difficile pour moi aussi, hein. Je je suis d'accord. Oui, alors c'est sûr que c'est en fait, on est obligé d'aller beaucoup dans la technique, dans le détail de comment est-ce qu'on formule quelle question, comment, est-ce qu'on pose cette question-là, est-ce qu'on pose celle-là à la place? Derrière, il y a un enjeu de savoir quelles sont les questions suffisamment enfin, les plus importantes pour qu'on n'ait pas effectivement, le questionnaire est déjà super long. Les établissements alors nous, on a la chance de pouvoir dire: «C'est obligatoire, donc vous êtes obligés de répondre». Malgré tout, on a quand même des établissements qui vont pas répondre, ou alors qui vont répondre imparfaitement, qui vont pas répondre à toutes les questions. Et puis quand on s'adresse à des personnes, normales, enfin pas dans le cadre pas des professionnels, mais à des personnes, qui vont décrire leur propre vie, il y a encore plus un enjeu de, pas poser des questions auxquelles ils sauront pas répondre, qui vont les mettre mal à l'aise, qui vont leur prendre un temps, monstrueux. Donc c'est, c'est technique, c'est compliqué, c'est aussi des arbitrages à faire, entre des personnes qui ont pas les mêmes objectifs, donc il y a forcément du débat et il faut pas c'est sain qu'il y en ait et qu'il existe. Voilà et oui, c'est compliqué. Je me souviens d'une remarque sur l'avant-dernière réunion où on a parlé pendant 1 heure et demie, presque 1 heure, sur l'histoire des barèmes où il y avait les troubles du neurodéveloppement, la psychiatrie, tout ça. Et on s'est heurté à un arrachage de cheveux parce qu'il y avait deux grilles, je ne sais plus comment vous les appelez. Et là, à ce moment-là, il y avait aussi d'autres associations qui ont permis de vous faire avancer sur la réflexion. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, certains dans les bureaux vont pas chercher plus loin, que la grande case va pas chercher dans la grande case à faire des plus petites cases parce que tout n'est pas pareil. Je pense que vous voyez de quelle réunion je parle. Oui, je vois, effectivement. Non, bah, là, c'est donc l'exemple en question, c'est, on avait une question sur alors je sais plus exactement ce que c'était, mais je crois que c'était en gros, disons, on va dire les pathologies que présentent les personnes qui sont accompagnées
Et on a plusieurs manières de présenter enfin, de poser cette question-là. Un niveau de détail à choisir. Est-ce qu'on reste quelque chose d'assez général qui va être facile à remplir, ou est-ce qu'on a besoin d'un détail plus important pour que des analyses plus précises puissent être menées? Mais si on est plus détaillé, on prend plus de temps au remplissage. On a aussi des informations qu'on va demander que les personnes n'auront pas. Donc, si elles ne savent pas répondre, c'est pas génial non plus. Donc c'est pour ça qu'il y a ces questions-là. C'est parce que les gens n'ont pas les mêmes attentes et pas les mêmes besoins. Donc, il faut qu'on en discute et qu'on prenne une décision ensemble. Merci. Moi, j'ai une question qui n'est pas une question, mais en fait, merci déjà pour vos deux présentations. Et je trouve que c'est super intéressant de voir comment, en fait, l'un comme l'autre, vous avez besoin de l'autre. Et en fait, vos deux présentations disent d'une certaine manière ça. C'est-à-dire que Inde, elle termine en expliquant comment sa démarche, qui est à un niveau de granularité qui permet d'être au plus près de l'expérience des gens, se retrouve confrontée à la nécessité de trouver des points d'accroche avec l'adresse pour avoir finalement des relations d'échelle, en fait, entre cette échelle très située, très locale, de trouver des points d'accroche avec des questionnaires qui sont passés à un plus grand nombre. Et de l'autre côté, ce que tu décris, Guillaume, qui est ce côté d'avoir la nécessité, au-delà d'être dans un niveau macro, et comme tu disais, qui est nécessairement, ne peut pas rentrer dans ce niveau de granularité, ce que tu évoquais sur les questions, ça rejoint ça, qui doit trouver des articulations et un dialogue. Alors, ça prend peut-être pas les mêmes formes. D'un côté, c'est se raccrocher à des questions. De l'autre côté, c'est un dialogue pour être davantage soucieux de la cohérence des questions posées, quand bien même elles peuvent pas rentrer dans un niveau de précision important. Mais je trouve ça, en tous les cas, intéressant de vous entendre tous les deux, parce qu'à deux échelles différentes, on voit bien cette nécessaire mise en relation et comment c'est un enjeu. Et en fait, finalement, ça rejoint globalement la thématique de la journée. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, c'était une question qui n'en était pas une, mais je voulais quand même vous souligner que c'était vraiment intéressant de vous voir dans ce dialogue-là. Oui, alors je me posais la question de savoir s'il existe les statistiques inverses, qui seraient de prendre globalement la température de tout type de handicap auprès des gens qui ont un handicap, de savoir quelle aspiration ils ont dans la vie, pour pouvoir après s'en saisir au niveau du terrain et décliner cette aspiration ou ces 5, 6 grandes aspirations nationales qui pourraient être déterminées, et que nous, sur le terrain, on puisse s'en saisir pour articuler cet objectif, ce projet, et bien après, avec ce qu'on sait faire, c'est-à-dire, quand je dis on, c'est les travailleurs sociaux, hein, excusez-moi, à savoir adapter après, accompagner, etc., à la réalisation de ces projets repérés qui, s'ils étaient faits, si j'ai bien compris, tous les 4 ans, permettraient quand même de brosser des situations au plus proche des personnes concernées, au plus proche de leur réalité à elles, et leur aspiration. Enfin bref, vous avez compris mon but. Il y a encore une réponse à toi, d'accord? Vous ne pas, il y a 2 micros. Vas-y, commence. Alors, sur l'usage, enfin, comment dire? Nous, on va beaucoup produire des données de cadrage qui vont permettre de mettre en visibilité un problème au niveau assez général. Donc, on a quelques personnes, mais alors vraiment, je pense qu'ils sont 5 au sein de l'adresse qui travaillent plus particulièrement sur des appels à projets de recherche sur un sujet particulier, essayer de susciter des projets de recherche plus précis, en allant également dans des méthodes plus qualitatives et creuser certains sujets. Après, on ne peut pas le faire sur tout parce qu'on n'a pas les moyens de faire ça, et puis aussi que ce n'est pas forcément à nous de déterminer quels sont les sujets qui vont être intéressants à creuser, parce qu'on n'a pas la légitimité pour le faire.
Voilà. Voilà, nous, c'était vraiment ça nous permet, dans notre étude, ça va nous permettre de cadrer notre étude scientifiquement. C'est vraiment d'utiliser les questionnaires de l'adresse pour une certaine reconnaissance scientifique. Et du coup, à la fois en amont et en aval aussi. Exactement, exactement. Ça sera la dernière question, désolé, parce que les suivants attendent. Encore Étienne. Concernant la recherche par rapport à la psychiatrie, en institution, en dehors des institutions, ou, je sais pas comment vous avez procédé exactement par rapport à la psychiatrie exactement. Déjà, quand en institution psychiatrique, parce que je suis passé pendant des années, je suis resté plus de 5 ans d'affilée dans le même service, dans 2 services différents, où j'ai fait un moment de chambre d'isolement aussi, par période de 8 mois. Et c'est vrai que dans l'institution, on s'est déjà maltraité. Alors si on s'est pas maltraité, on s'est bien souvent maltraité. Mais faut que ce soit reconnu et que on peut avoir peur de faire appel à la DGCS. Non, DG quoi? DGCS. CGPL. La CGPL, voilà. L6, voilà. Et c'est vrai que je me suis souvent se maltraiter. Ouais, est-ce que vous pensez, en interviewant des personnes en psychiatrie, vous êtes un peu le rayon de lumière, le rayon de soleil de la journée? Euh, bon, s'ils se prennent le chou, je prenne le chou, hein, sur vos questions, c'est sûr, mais voilà, quoi. C'est vrai que c'est pas simple, quoi. C'est vraiment pas simple. Je sais je sais même plus pourquoi j'ai pris la parole, mais La qualité de... non. Voilà. Alors, ouais, on va... Oui, on va peut-être aussi la réponse. Alors, je termine juste quelque chose qu'on vient de me demander. Donc, moi, mon étude au centre médical Germaine Revel, donc c'est un centre médical qui est situé à Chabanières, dans la périphérie lyonnaise. Donc, proche de Grenoble, mais bien à Lyon, en fait, hein. Bien axé Lyon, puisqu'il appartient aussi, je crois qu'il est en lien aussi avec les HCL de Lyon. Je prends juste du coup le temps de répondre un peu à Étienne quand même. Alors, on nous dit plus souvent que les questionnaires sont trop longs et trop fatigants, plus que c'est un rayon de soleil, mais je prends, c'est gentil. Non, alors, interroger les personnes qui sont dans des établissements, a fortiori avec des questions psychiatriques ou des handicaps cognitifs et tout ça, ça demande à être adapté parce qu'on ne peut pas poser les mêmes questions et forcément à la population qui vit sans handicap et à différentes personnes. La question peut se poser aussi d'ailleurs pour les enfants. On ne va pas avoir la même manière de poser les questions aux enfants, aux parents au sujet des enfants, etc. Maintenant, on essaye de le faire. Alors, pas forcément aussi souvent que pour la population générale ou ce genre de choses, mais on essaye de le faire. Et puis, alors sur la question de la maltraitance ou d'autres sujets qui peuvent être assimilés, nous, on va pas avoir un rôle de signalement individuel. Donc, tout ce que vous dites à une enquête de la statistique publique, ça ne sortira pas de la statistique publique et on ne saura pas reconnaître les personnes. Par contre, ça permet de montrer que les analyses qu'on va pouvoir faire à partir de ces données-là vont pouvoir montrer qu'effectivement, on a un certain nombre de personnes qui déclarent avoir subi des maltraitances dans tel type d'institution. Ça, c'est le genre de sujet qui peut sortir. Donc, c'est très indirect et ça a un effet à retardement. C'est surtout on fait en sorte qu'on puisse pas remonter aux personnes, puisque sinon les gens ne pourraient pas répondre
sincèrement, en fait. On aurait peur des représailles, enfin, tout un tas de raisons qui font qu'on on peut pas le faire. Mais voilà, donc c'est un instrument. En fait, on met en place un instrument politique qui peut être récupéré et mis à profit pour mettre en évidence certaines choses. Par contre, on ne fait pas tout le travail nous-mêmes parce que c'est aussi, on reste une administration, un ministère, etc. Donc, voilà, faire.